entend souvent certains a priori sur Java 9 qui sont parfois justes mais qui sont aussi parfois erronés. Des choses comme le ClassPass disparaît, la classe unsafe est retirée. Alors c'est vrai que ça a été envisagé à un certain moment, mais effectivement il y a un certain nombre d'a priori. Donc j'ai voulu commencer mon sujet, en tout cas la partie vraiment réelle de cette présentation, par prendre un certain nombre d'a priori et de remettre un peu les choses en perspective pour s'assurer est-ce que c'est vrai ou pas, ou voilà, est-ce que c'est finalement peut-être un petit peu plus mitigé et pas aussi tranché que ça. C'est vrai qu'il y a aussi d'autres points qui peuvent être positifs et qui peuvent éventuellement être pris en compte pour justifier une éventuelle migration, notamment vers Java 1. Des choses qui peuvent toucher à la JVM, le fait d'avoir la représentation interne des strings qui a été modifiée et qui peut quand même faire espérer gagner quasiment en moyenne jusqu'à 25% de HIP, c'est pas forcément négligeable. Forcément, c'est aussi des performances, c'est aussi, alors évidemment, de l'ajout de petites choses dans le langage, de nouvelles API. Mais de manière globale, il ne faut pas regarder Java 9 comme étant simplement les contraintes introduites par le système de modules, mais aussi éventuellement tenir compte de certaines fonctionnalités qui peuvent être intéressantes. Et puis on a oublié, mais le ClassPass, il existe toujours. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, on en reparlera probablement tout à l'heure sur la stratégie, mais c'est peu probable qu'on n'utilise que le module pass, essentiellement parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, très peu de nos dépendances sont modulaires, ou en tout cas intégralement modulaires. Ouais. Donc il va y avoir une période de transition qui va être probablement assez longue, un certain nombre d'années, dans laquelle on va avoir la cohabitation entre le ClassPass et le module pass, oui. Alors, qu'est-ce que tu recommandes de mettre tout sur le ClassPass et éventuellement donc tout ce qui est nouveau, peut-être de commencer à faire du modulaire ou quel est ton... Alors la problématique, c'est que le JDK lui-même est modulaire, oui. Ça c'est clair. Les dépendances ne le sont quasiment pas à l'heure d'aujourd'hui. Ça commence vraiment tout doucement. Et puis après, bien sûr, il reste les modules de notre application où là, on peut avoir le choix de les modulariser ou pas. À cause du fait que la majorité, ou même quasiment toutes nos dépendances ne sont pas modulaires, c'est très compliqué de rendre tout modulaire à l'heure d'aujourd'hui. Donc effectivement, il va y avoir une période plus ou moins longue de migration où on va devoir faire cohabiter des choses dans le ClassPass et dans le module Pass. Et peut-être que pour commencer, et ça peut être assez facile, c'est effectivement déjà dans un premier temps d'exécuter le code de son application dans le ClassPass avec ses dépendances. Ça ne va pas se faire sans quelques modifications probablement, parce qu'il y a certaines contraintes dont il faut tenir compte. Mais en tout cas, c'est une bonne stratégie au moins pour arriver à faire exécuter son application en Java 9 et au-delà. D'accord. Alors, avant là on a peut-être sauté une étape, mais avant de migrer à Java 9 ou Java 10, qu'est-ce que tu recommandes que les gens fassent? Alors l'idée, c'est de faire un état des lieux, une cartographie en fait de son application. Essentiellement sur un outil qui est disponible depuis Java 8, qui a été enrichi en Java 9, qui s'appelle JDEPS, qui est assez verbeux, mais qui permet d'obtenir un certain nombre d'informations sur les dépendances, sur les split packages, donc le fait d'avoir un même package dans plusieurs jars. Ça pose des problèmes avec les modules, voire même aussi identifier toutes les classes internes qui étaient utilisables en Java 8 et qui ne le sont plus puisqu'elles sont encapsulées maintenant à partir de Java 9. Donc cet outil-là nous fournit déjà bon nombre d'informations pour arriver à identifier déjà une grande partie des problèmes auxquels on sera confronté en vue d'une future migration. Et donc c'est des dépendances aussi, quand on parle de dépendances, c'est aussi des dépendances extérieures, quoi. C'est pas oui, alors c'est des dépendances extérieures, bien sûr, et voire même les dépendances transitives de ces dépendances. D'accord. Souvent, une dépendance a besoin d'une autre, et effectivement, il faut faire une cartographie complète, non seulement de son application, mais aussi de ses dépendances et de ses dépendances transitives, pour avoir une vue globale. D'accord. Quand on migre, alors maintenant, donc il y a quand même beaucoup de gens qui sont sur 8. À ton avis, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Bouger d'abord sur le 9 n'est plus supporté, enfin attendre 11 par exemple? Est-ce que c'est... Alors ça dépend de quoi on parle. Si c'est pour partir en production, effectivement, je pense qu'il faut partir sur 11, la version LTS, qui sera beaucoup plus... pour laquelle on pourra éventuellement avoir du support. Oracle a récemment annoncé des propositions financières sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que par contre, ce qui est possible de faire, c'est déjà de se préparer. Donc déjà de télécharger Java 10, de faire une partie des migrations, voire même déjà d'anticiper sur des versions actuelles certaines problématiques comme les split packages, l'utilisation des classes internes. Tout ça, ça peut déjà s'anticiper pour ne pas avoir à faire l'intégralité des transformations au moment où on se décidera à vraiment franchir le pas. D'accord. Et alors, OpenJDK, qu'est-ce que tu penses parce que OpenJDK maintenant a exactement la même version que le JDK, donc ton avis?
Est-ce que c'est mieux de juste utiliser OpenJDK et puis d'oublier le soutien ou Non, les licences enfin, je non, sais pas. alors le problème c'est qu'effectivement je pense que c'est très bien d'harmoniser et ça rend les choses beaucoup plus claires sur certaines fonctionnalités. Alors d'aujourd'hui, il y a certaines fonctionnalités en Java 8 qu'on peut utiliser mais qui requièrent quand même normalement l'acquisition d'une licence. Donc c'était un peu perturbant parfois. Là c'est vrai que le fait d'harmoniser, bon déjà on sera sur la même plateforme, ça sera vrai qu'à partir de Java 11, hein. Alors d'aujourd'hui avec Java 10 c'est pas encore le cas mais ça sera le cas avec Java 11. Après, quelque part, le problème, c'est qu'avec OpenJDK, on aura du support gratuit que sur la version courante. Oui. Donc ça veut dire que si on fait le choix de partir sur OpenJDK, il faut accepter de migrer tous les 6 mois. Pas forcément facile pour les entreprises. Donc je pense que pour les entreprises, effectivement, il vaut mieux peut-être plutôt partir sur une solution LTS et envisager quand même de prendre du support, ne serait-ce que pour avoir les pages de sécurité, toutes les mises à jour, tous les updates qu'on pourrait avoir, et pour l'instant que OpenJDK ne nous offrira pas, puisqu'il le fera que sur la version courante. Ouais. Autre chose que tu voudrais que les gens sachent sur Java, Globalement, effectivement, la migration après Java 8 va être un petit peu plus compliquée, voire beaucoup plus compliquée et un petit peu plus douloureuse que les précédentes migrations qui étaient somme toute assez simples, en tout cas par rapport à cette migration-là. Moi, je pense que voilà, il y aura un effort à faire, il y aura du travail, ça peut s'anticiper, ça peut déjà commencer. Alors d'aujourd'hui, Java 10 est téléchargeable, donc on peut déjà, et ça c'est l'intérêt de ces versions développeurs, c'est qu'on peut déjà anticiper certaines choses en vue de leur application le jour où les LTS vont sortir. Donc il faut télécharger Java 10 et puis essayer de faire exécuter son application actuelle sur Java 10, au moins pour se donner une idée des différentes difficultés auxquelles on sera confronté dans le futur.